Dans une métropole française où les lumières de la ville ne s'éteignent jamais, Paris s'étend comme un tableau vivant, mêlant l'élégance intemporelle de ses boulevards à l'effervescence des affaires modernes. Au cœur de ce chaos ordonné se dresse l'hôtel Étoile d'Or, un établissement 5 étoiles où les puissants se croisent, où les secrets murmurent dans les couloirs dorés et où les invisibles, comme Sophie, travaillent sans relâche. Sophie, 38 ans, est femme de ménage, une ombre parmi les ombres. Chaque jour, elle pousse son chariot à travers les étages, nettoyant les traces des vies opulentes des clients, ses mains calleuses témoignant d'années de labeur. Mère célibataire d'un adolescent, Léo, elle vit dans un petit appartement en banlieue, où les factures s'accumulent plus vite que ses maigres économies. Sophie n'a jamais rêvé de grandeur, elle veut seulement survivre, offrir à son fils une vie meilleure que la sienne, marquée par l'abandon de ses propres parents. Elle est discrète, presque effacée, mais ses yeux perçants captent chaque détail, une tache sur un tapis, un verre mal aligné, une tension dans l'air. Cette attention aux détails, née de la nécessité de ne jamais se faire remarquer, est sa force cachée. Ce matin-là, l'hôtel Étoile d'Or bourdonne d'une énergie inhabituelle. Les employés chuchotent dans les vestiaires, leur voix étouffée par la crainte d'être entendue. Sophie, occupée à plier des serviettes impeccables, capte des bribes de conversation. Camille, la fille de Jacques Beaumont, un millionnaire influent et client régulier, a disparu depuis 2 jours. À 16 ans, Camille est connue pour ses frasques adolescentes, mais cette fois, quelque chose semble différent. Les journaux locaux parlent d'une fugue, mais les regards anxieux des collègues de Sophie suggèrent autre chose. Elle ne s'attarde pas sur ces rumeurs, son travail l'attend, et elle ne peut se permettre de distraction. Pourtant, une sensation étrange l'envahit, comme un pressentiment qu'elle ne peut ignorer. En montant vers la suite pentouse, réservée à Jacques Beaumont, Sophie remarque l'agitation du personnel. Les agents de sécurité, habituellement discrets, patrouillent avec une vigilance accrue. Marianne, la manager de l'hôtel, une femme d'une 40aine d'années au visage sévère, arpente les couloirs, son regard scrutant chaque employé comme s'ils étaient tous suspects. Sophie baisse les yeux, évitant de croiser son regard. Marianne est connue pour sa rigueur impitoyable, un seul faux pas, et Sophie pourrait perdre son emploi, sa seule source de stabilité. Elle pousse son chariot dans la suite, un espace grandiose où le marbre scintille et les fenêtres offrent une vue panoramique sur la Seine. Chaque objet, du lustre en cristal au bureau en acajou, respire le luxe. Sophie commence son travail méthodiquement, passant l'aspirateur, époussetant les surfaces, replaçant chaque coussin avec une précision presque obsessionnelle. C'est en soulevant un coin du tapis perçant, pour ramasser une miette invisible, qu'elle trouve quelque chose d'inattendu, un bracelet de perles, délicat mais usé, comme si son propriétaire l'avait porté tous les jours. Les perles, légèrement irrégulières, ne correspondent pas au faste de la suite. Sophie le tourne entre ses doigts, perplexe. Ce bijou ne semble pas appartenir à un client de l'hôtel, encore moins à Jacques, dont le goût pour le luxe est ostentatoire. Une intuition la pousse à examiner le bracelet de plus près. Une petite breloque en forme de cœur y est attachée, gravée d'une initiale, C. Camille ? Sophie sent son pouce accélérer. Elle devrait signaler sa découverte à Marianne, mais quelque chose la retient. Et si ce bracelet était un indice ? Et si, en le remettant, elle attirait l'attention sur elle, risquant son emploi ? Elle glisse le bracelet dans la poche de son uniforme, son cœur battant à l'idée de ce geste audacieux. Dès au retour dans les vestiaires, Sophie tente de se concentrer sur ses tâches, mais ses pensées reviennent sans cesse au bracelet. Elle connaît Jacques Beaumont de loin. C'est un homme de 50 ans, charismatique, avec des cheveux poivre et sel et un regard qui intimide même les plus confiants. Il est un pilier de l'hôtel, un client dont les exigences façonnent le quotidien du personnel. Pourtant, Sophie a toujours perçu une ombre derrière son sourire poli, une tension qu'il dissimule sous son costume impeccablement taillé. Elle l'a vu interagir avec Camille lors de ses jours précédents, une adolescente vive mais distante, souvent absorbée par son téléphone ou perdue dans ses pensées. Sophie se souvient d'un moment, quelques mois plus tôt, où Camille avait renversé un verre d'eau dans le hall. Alors que Marianne s'était empressée de nettoyer, Camille avait murmuré un « désolé », timide, ses yeux fuyants croisant brièvement ceux de Sophie. Ce regard, empli de tristesse, revient hanter Sophie maintenant. Elle décide de poser quelques questions discrètes à ses collègues. Dans la salle de pause, elle aborde Clara, une serveuse du restaurant de l'hôtel,
connue pour son amour des potins. Tu as entendu parler de la fille de Beaumont, demande Sophie, feignant la nonchalance. Clara, en sirotant son café, baisse la voix. Ils disent qu'elle a fugué, mais je ne crois pas à cette histoire. La semaine dernière, je l'ai vue dans le hall avec un type bizarre, pas le genre de personne que Jacques fréquente. Sophie fronce les sourcils. Quel genre de type? Clara hausse les épaules. Grand, costaud, avec un regard qui donne des frissons. Il parlait à Camille comme s'il la connaissait bien. Avant que Sophie puisse poser d'autres questions, Marianne entre dans la pièce, son regard perçant balayant l'espace. Sophie, au travail. Tu n'es pas payée pour discuter. La réprimande est cinglante, et Sophie baisse la tête, sentant le poids de l'autorité de Marianne. Mais les paroles de Clara tournent dans son esprit. Qui était cet homme? Et pourquoi Camille semblait-elle si nerveuse? Le soir, en rentrant chez elle, Sophie est accueillie par Léo, affalé sur le canapé, les écouteurs vissés aux oreilles. À 15 ans, il est à cet âge où la rébellion se mêle à une vulnérabilité qu'il refuse d'admettre. Tu rentres tard, encore, marmonne-t-il sans lever les yeux. Sophie soupire, épuisée. J'ai eu une longue journée, Léo. Et toi, l'école? Il hausse les épaules, évitant la question. Leur relation est tendue ces derniers temps, Léo reproche à sa mère de travailler trop, de ne pas être là pour lui. Sophie sent la culpabilité l'envahir, mais elle n'a pas le choix. Elle s'assied à la table de la cuisine, le bracelet toujours dans sa poche, et l'examine à nouveau sous la lumière faible de l'ampoule. Elle sait qu'elle devrait le rendre, mais une voix intérieure, celle qui a appris à se méfier du monde, lui murmure de creuser plus loin. Le lendemain, Sophie retourne à l'hôtel, déterminée à en apprendre davantage. Elle profite d'un moment où la suite de Jacques est vide pour fouiller discrètement. Elle inspecte les tiroirs, les placards, avec une prudence extrême, consciente que Marianne pourrait surgir à tout moment. Sous une pile de documents sur le bureau, elle trouve une note froissée, écrite à la main. Les mots, griffonnés à la hâte, la glace. Camille, ne fais confiance à personne. Cache-toi. Sophie sent un frisson lui parcourir l'échine. Cette note n'est pas un hasard. Elle confirme que la disparition de Camille n'est pas une simple fugue. Quelqu'un voulait qu'elle disparaisse, ou qu'elle se cache. Mais pourquoi? Et qui a écrit ce message? Jacques? Un allié? Un ennemi? Sophie glisse la note dans sa poche, son esprit s'emballant. Elle sait qu'elle s'aventure sur un terrain dangereux, mais l'idée d'une adolescente en danger, seule, lui est insupportable. Elle décide de parler à Jacques directement, espérant glaner des informations sans révéler ce qu'elle a trouvé. Dans le hall de l'hôtel, elle l'approche alors qu'il discute avec un homme en costume, probablement un associé. « Monsieur Beaumont, puis-je vous parler un instant ?» demande-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Jacques la regarde, surpris, puis hoche la tête, congédiant son interlocuteur. « Que voulez-vous, Sophie ?» Son ton est sec, mais ses yeux trahissent une fatigue profonde. « C'est à propos de votre fille. J'ai entendu des rumeurs, et je me demandais si tout allait bien. » Jacques se raidit, son regard devenant glacial. « Ce ne sont pas vos affaires. Retournez à votre travail. » Mais avant qu'il ne s'éloigne, Sophie insiste, prenant un risque. « J'ai trouvé quelque chose dans votre suite. Ça pourrait être important. » Les mots lui échappent, et elle regrette immédiatement. Jacques s'arrête, se retourne lentement. « Quoi, exactement ?» Sa voix est basse, presque menaçante. Sophie hésite, puis murmure, « Un bracelet. » Avec un cœur gravé d'un C, le visage de Jacques pâlit, mais il se reprend rapidement. « Ce n'est rien. Laissez ça, Sophie. Pour votre bien. » Cette conversation laisse Sophie encore plus troublée. Jacques sait quelque chose, mais il refuse de parler. De retour dans la suite pour terminer son service, elle ne peut s'empêcher de fouiller à nouveau, poussée par une curiosité mêlée de peur. Sous le lit, elle trouve une photo, glissée entre les lattes du sommier. C'est Camille, souriante mais visiblement nerveuse. Dans un lieu qui ne ressemble pas à l'hôtel, peut-être un café ou un parc, avec des murs de briques en arrière-plan. Sophie range la photo dans sa poche, son cœur battant à l'idée d'être surprise. Mais alors qu'elle quitte la suite, Marianne apparaît dans l'embrasure de la porte, ses yeux plissés.
Qu'est-ce que tu faisais là-dedans, Sophie ? La voix de Marianne est tranchante, et Sophie sent la panique monter. Je nettoyais, comme d'habitude, balbutie-t-elle. Marianne s'approche, son regard scrutant chaque détail de l'uniforme de Sophie. Tu sais que fouiller dans les affaires des clients est interdit. Si je te surprends encore, tu es fini ici. La menace est claire, et Sophie hoche la tête, le souffle court point en rentrant chez elle ce soir-là, Sophie est submergée par le doute. Le bracelet, la note, la photo, tout cela forme un puzzle qu'elle ne comprend pas encore. Elle sait qu'elle devrait tout remettre à Marianne ou à la police, mais quelque chose la retient. Camille est en danger, et Sophie ne peut se résoudre à l'ignorer. Elle repense à son propre passé, à sa mère qui l'a abandonnée à l'âge de 10 ans, la laissant seule face à un monde impitoyable. Elle ne peut pas laisser une autre jeune fille affronter un tel destin. Mais en poursuivant, elle risque tout, son emploi, sa sécurité, et peut-être même la vie de Léo. Le lendemain, Sophie retourne à l'hôtel, déterminée à creuser plus loin. Elle interroge discrètement un portier, Paul, qui travaille à l'entrée principale. « Tu as vu Camille récemment ?» demande-t-elle, feignant la curiosité. Paul, un homme bourru mais fiable, fronce les sourcils. « Il y a quelques jours, je l'ai vu sortir avec un homme. Pas un client habituel. Il avait l'air louche. Ils sont montés dans une voiture noire, et elle n'avait pas l'air contente. » Cette information confirme les soupçons de Sophie. Camille n'a pas simplement fugué, elle est impliquée dans quelque chose de plus sombre. Sophie décide de vérifier son casier, où elle avait caché le bracelet. Mais lorsqu'elle l'ouvre, le bracelet a disparu. Son sang se glace. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un sait qu'elle fouille. La peur s'installe, mais elle est désormais trop impliquée pour reculer. Sophie sent que le mystère autour de Camille est sur le point de bouleverser sa vie, et elle n'a d'autre choix que de plonger dans l'inconnu. La lumière blafarde de l'aube parisienne filtre à travers les rideaux usés de l'appartement de Sophie, projetant des ombres tremblantes sur les murs. Assise à la table de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains, elle fixe la photo de Camille qu'elle a trouvée dans la suite de Jacques Beaumont. Le sourire nerveux de l'adolescente, figé sur le papier, semble l'appeler à l'aide. La note froissée, Camille, ne fait confiance à personne. Cache-toi, repose à côté, ces mots gravés dans l'esprit de Sophie. Le bracelet a disparu de son casier, et cette perte la hante. Quelqu'un sait qu'elle fouille, quelqu'un l'observe, et cette pensée la glace. Pourtant, elle ne peut se résoudre à abandonner. L'image de Camille, seule, vulnérable, résonne avec les souvenirs douloureux de sa propre enfance, abandonnée par une mère qui n'a jamais regardé en arrière. Sophie sait ce que c'est de se sentir invisible, et elle refuse de laisser une autre jeune fille disparaître dans l'ombre. Léo, son fils, entre dans la cuisine, les cheveux en bataille, son sac d'école jeté négligemment sur l'épaule. « Tu vas encore travailler toute la journée ?» lance-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. À 15 ans, Léo est un mélange d'insolence adolescente et de fragilité qu'il cache sous une carapace. Sophie sent la culpabilité l'envahir. Elle veut lui parler de Camille, de la note, de la peur qui la ronge, mais elle se retient. Léo a déjà assez de soucis avec l'école et les tensions entre eux. « Je fais de mon mieux, Léo », murmure-t-elle. Il hausse les épaules, marmonnant un « comme toujours » avant de claquer la porte en partant. Ce départ brusque la blesse, mais elle n'a pas le temps de s'attarder. L'hôtel Étoile d'Or l'attend, et avec lui, le mystère qui menace de tout bouleverser. En arrivant à l'hôtel, Sophie sent une tension palpable dans l'air. Les employés chuchotent encore plus bas que la veille, et les regards de Marianne, la manager, sont plus acérés. Sophie évite soigneusement de croiser son chemin, se concentrant sur ses tâches, mais son esprit est ailleurs. La note mentionne une cachette, mais aucun indice précis. Elle décide de commencer par interroger Jacques Beaumont directement, espérant glaner des informations sans révéler tout ce qu'elle sait. Elle le trouve dans le hall, en pleine discussion avec un homme en costume sombre, dont l'allure évoque plus un garde du corps qu'un associé. Jacques semble épuisé, des cernes creusant son visage habituellement impeccable. Sophie s'approche, son cœur battant. « Monsieur Beaumont, puis-je vous parler ?» demande-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Jacques fronce les sourcils, congédiant l'homme d'un geste. « Qu'est-ce que c'est encore, Sophie ?»
Son ton est sec, mais ses yeux trahissent une anxiété qu'il peine à masquer. Elle choisit ses mots avec soin. Je m'inquiète pour Camille. J'ai entendu des rumeurs, et je me demandais si je pouvais aider. Jacques la dévisage, son regard oscillant entre méfiance et désespoir. Vous êtes gentille, mais ce n'est pas votre place. Rentrez chez vous, faites votre travail. Il fait mine de s'éloigner, mais Sophie, poussée par une audace qu'elle ne se connaissait pas, insiste. J'ai trouvé quelque chose dans votre suite. Une note. Les mots lui échappent, et elle regrette immédiatement. Jacques se fige, son visage blêmissant. Quelle note, demande-t-il, sa voix basse, presque menaçante. Sophie hésite, consciente qu'elle marche sur un fil. Juste, une note qui parlait de Camille. Elle semblait importante. Jacques la fixe un long moment, puis murmure, « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Oubliez ça, Sophie. Pour votre bien et celui de votre fils. » La mention de Léo la glace. Comment sait-il qu'elle a un fils? Elle hoche la tête, feignant l'obéissance, mais son esprit s'emballe. Jacques cache quelque chose, et elle est déterminée à découvrir quoi. De retour dans la suite Penthouse pour son service, Sophie profite d'un moment de calme pour examiner la note plus attentivement. Les mots, écrits à l'encre noire, sont précipités, comme si l'auteur était pressé. En regardant de plus près, elle remarque une série de chiffres griffonnés dans un coin. 48 856, 2352. Une coordonnée géographique? Sophie n'est pas experte, mais elle sait que Léo, passionné de technologie, pourrait l'aider. Elle prend une photo de la note avec son téléphone, bien qu'elle craigne que quelqu'un surveille ses moindres faits et gestes. En quittant la suite, elle croise Marianne dans le couloir. Tu passes beaucoup de temps dans la suite de Beaumont, remarque Marianne, son ton chargé de suspicion. Je fais juste mon travail, répond Sophie, évitant son regard. Mais le sourire froid de Marianne lui donne des frissons. Elle sait qu'elle doit être plus prudente. Ce soir-là, Sophie montre la photo de la note à Léo, espérant qu'il pourra déchiffrer les chiffres. Ce sont des coordonnées GPS, dit-il immédiatement, ses doigts pianotant sur son ordinateur portable. Ça pointe vers un entrepôt abandonné en banlieue, près de Saint-Denis. Sophie fronce les sourcils. Un entrepôt? Pourquoi Camille serait là-bas? Léo hausse les épaules, mais son regard brille d'excitation. Tu veux que je vienne avec toi pour vérifier? Sophie secoue la tête avec véhémence. Hors de question. C'est trop dangereux. Mais Léo insiste, et elle sent sa détermination faiblir. Elle sait qu'elle ne peut pas l'impliquer, mais elle a besoin de réponses. Contre son meilleur jugement, elle décide de se rendre à l'entrepôt seule, le lendemain soir, après son service. Le lendemain, Sophie termine son travail à l'hôtel dans un état de nervosité croissante. Chaque bruit, chaque regard semble chargé de menaces. Elle évite Marianne, qui semble la surveiller de plus près, et garde la tête baissée. En fin de journée, elle prend le métro jusqu'à Saint-Denis, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver. L'entrepôt, un bâtiment délabré aux fenêtres condamnées, se dresse dans une zone industrielle désolée. L'obscurité l'enveloppe, et seuls les bruits lointains des voitures troublent le silence. Sophie pousse la porte rouillée, qui s'ouvre avec un grincement sinistre. À l'intérieur, l'air est poussiéreux, chargé d'une odeur de métal et d'humidité. Elle avance prudemment, son téléphone en mode lampe de poche. Dans un coin, elle trouve des indices troublants, une couverture froissée, des vêtements d'adolescente, un sweat à capuche rose, semblable à celui que Camille portait sur la photo, et un téléphone cassé, l'écran fissuré. Sophie sent son pouce accélérer. Camille était ici, ou du moins, quelqu'un l'a été récemment. Soudain, un bruit de pas lourd résonne derrière elle. Elle se retourne, le cœur dans la gorge, et se trouve face à un homme imposant, vêtu de noir, un pistolet à la main. « Tu n'aurais jamais dû venir ici », grogne-t-il, son visage à moitié caché dans l'ombre. Sophie recule, cherchant désespérément une issue. « Je ne veux pas d'ennui », balbutie-t-elle. Levant les mains. L'homme avance, son arme pointée sur elle. « Qui t'a envoyé ? Beaumont ?» Sophie secoue la tête, paniquée. « Personne. Je cherchais juste. » Avant qu'elle puisse finir, un bruit extérieur, une sirène au loin distrait l'homme.
Sophie profite de l'instant pour s'élancer vers une porte latérale, courant à perdre haleine jusqu'à atteindre la rue. Elle ne s'arrête qu'une fois dans le métro, le souffle court, son corps tremblant. Elle a échappé au danger, mais elle sait maintenant que cette affaire est bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Point de retour chez elle, Sophie est submergée par la peur. Elle vérifie que Léo va bien, le trouvant endormi sur le canapé, son ordinateur encore allumé. Elle s'effondre dans un fauteuil, la note et la photo serrées contre elle. Elle décide de confronter Jacques à nouveau, déterminée à obtenir des réponses. Le lendemain, elle le trouve dans son bureau à l'hôtel, seul. « Je suis allée à l'entrepôt », dit-elle sans préambule, sa voix tremblante de colère. Jacques la regarde, abasourdi. « Vous avez fait quoi ?» Il se lève, son visage passant de la surprise à la panique. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. » Sophie brandit la photo de Camille. « Alors expliquez-moi. Pourquoi votre fille était dans cet endroit? Qui la menace ?» Jacques s'effondre dans son fauteuil, le visage dans les mains. Après un long silence, il parle enfin. Camille a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Des transactions illégales liées à mon entreprise. Je l'ai envoyée dans un lieu sûr, mais quelqu'un m'a trahi. Il lève les yeux vers Sophie, implorant. Si vous parlez, ils la tueront. Et vous aussi. Sophie est déchirée. Elle veut croire Jacques, mais son instinct lui dit qu'il ne lui révèle pas tout. Elle choisit de garder le silence pour l'instant, mais elle sait qu'elle doit continuer à enquêter. Camille est toujours en danger, et Sophie ne peut l'abandonner. Elle retourne à son travail, feignant la normalité, mais chaque regard de Marianne, chaque chuchotement des collègues, la met sur ses gardes. Elle commence à douter de tout le monde. Qui a pris le bracelet? Qui était l'homme dans l'entrepôt? Et pourquoi Jacques semble-t-il si terrifié? Le lendemain matin, alors que Sophie se prépare à partir pour l'hôtel, elle trouve un message glissé sous sa porte. Les mots, écrits en lettres majuscules, la glace, arrête de chercher, ou Théo fils sera le prochain. La panique l'envahit. Elle appelle l'école de Léo, mais on lui dit qu'il n'est pas venu ce matin. Affolée, elle fouille sa chambre et trouve une copie de la note codée, annotée de la main de Léo. Il s'est impliqué dans l'enquête, malgré ses avertissements. Avant qu'elle puisse agir, son téléphone sonne. Une voix déformée, froide, résonne à l'autre bout. Camille est avec nous. Si tu veux revoir ton fils, apporte ce que Jacques cache. Sophie raccroche, le souffle coupé. Elle réalise qu'elle a été manipulée depuis le début. Jacques n'est peut-être pas le seul à tirer les ficelles, et un réseau bien plus vaste se referme sur elle. Le sort de Léo et de Camille repose désormais entre ses mains, et chaque choix qu'elle fera pourrait être le dernier. La lumière blafarde de l'appartement de Sophie semble vaciller alors qu'elle tient le message anonyme entre ses doigts tremblants. Arrête de chercher, ou Théo fils sera le prochain. Les mots, griffonnés en lettres majuscules, résonnent comme une sentence. Léo, son fils de 15 ans, n'est pas à l'école, et la copie de la note codée trouvée dans sa chambre prouve qu'il s'est impliqué dans l'enquête sur Camille, malgré ses avertissements. La voix déformée au téléphone, froide et implacable, hante encore son esprit. Camille est avec nous. Si tu veux revoir ton fils, apporte ce que Jacques cache. Sophie sent la panique l'envahir, mais elle n'a pas le luxe de s'effondrer. Chaque seconde compte, et elle sait que la vie de Léo et de Camille repose désormais sur ses épaules. Elle doit agir, et vite. Dans un sursaut de détermination, Sophie décide de collaborer avec Jacques Beaumont, malgré la méfiance qu'il lui inspire. Elle retourne à l'hôtel Étoile d'Or, le cœur lourd, la photo de Camille et la note codée soigneusement rangée dans son sac. L'hôtel, habituellement vibrant, semble étrangement silencieux ce matin-là, comme si un voile de tension recouvrait ses couloirs dorés. Sophie trouve Jacques dans son bureau, seul, les traits tirés par l'épuisement. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle entre sans frapper. « Ils ont mon fils », lâche-t-elle sans préambule, sa voix tremblante de colère et de peur. « Et ils ont Camille. Ils veulent ce que vous cachez. Dites-moi la vérité, Jacques, ou je vais tout révéler à la police. » Jacques la fixe, abasourdi, puis s'effondre dans son fauteuil, le visage dans les mains. Après un long silence, il parle enfin, sa voix rauque. « Ce sont mes associés. Ils savent que j'ai essayé de me retirer des affaires, des transactions illégales.
Camille a découvert leur plan, des transferts d'argent vers des comptes offshore. Ils l'ont enlevé pour me faire chanter. Il lève les yeux, implorant. Je ne voulais pas que ça aille si loin, Sophie. Aidez-moi à les sauver. Sophie sent une vague de colère monter en elle. Jacques, avec son empire et son arrogance, a laissé sa propre fille et maintenant Léo devenir des pions dans un jeu dangereux. Mais elle n'a pas le choix, pour sauver Léo, elle doit travailler avec lui. Jacques révèle que les ravisseurs ont fixé un rendez-vous dans un parking souterrain abandonné, près de la Seine, à minuit. Ils exigent des documents compromettants que Jacques garde dans un coffre à l'hôtel, des preuves de leurs activités illégales. Sophie insiste pour voir ces documents, mais Jacques refuse, arguant qu'ils sont trop dangereux. « Vous devez me faire confiance, dit-il. » Sophie ricane amèrement. « Confiance ? Après tout ce que vous m'avez caché ? » Pourtant, elle sait qu'elle n'a pas d'autre option. Elle accepte de l'accompagner, mais elle cache un petit enregistreur vocal dans sa poche, un vieux gadget que Léo utilisait pour ses projets scolaires. Si les choses tournent mal, elle veut des preuves. Le reste de la journée est un calvaire. Sophie retourne à ses tâches à l'hôtel, feignant la normalité sous le regard perçant de Marianne, la manager, qui semble la surveiller plus que jamais. Chaque fois que leurs yeux se croisent, Sophie sent un frisson. Marianne sait-elle quelque chose ? Est-elle impliquée ? Sophie n'a pas le temps de s'attarder sur ces questions. Elle vérifie son téléphone à chaque instant, espérant un message de Léo, mais rien ne vient. Elle repense à leur dernière conversation, à son ton amer, à son regard blessé. Si elle perd Léo, elle ne se le pardonnera jamais. À la pause déjeuner, elle s'isole dans les vestiaires et appelle Paul, le portier, pour lui demander s'il a vu quoi que ce soit d'inhabituel. Juste Marianne, répond-il, hésitant. Elle parlait à un type louche hier soir, près du parking des employés. Sophie sent son estomac se nouer. Marianne. Elle n'a jamais aimé son attitude autoritaire, mais l'idée qu'elle puisse être impliquée dans cette affaire la terrifie. À minuit, Sophie et Jacques se retrouvent dans le parking souterrain, un lieu sombre et humide où les néons clignotent faiblement. Jacques porte une mallette contenant les documents demandés, ses mains tremblant légèrement. Sophie, elle, serre son téléphone, l'enregistreur activé dans sa poche. L'air est lourd, chargé d'une tension palpable. Soudain, deux hommes émergent de l'ombre, leurs visages masqués par des cagoules. L'un d'eux tient une arme, l'autre une lampe torche qu'il braque sur eux. Les documents, grogne le premier. Jacques lève la mallette, mais Sophie remarque un éclat de panique dans ses yeux. « Où sont Camille et Léo ?» demande-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. L'homme ricane. « Tu verras les gosses quand on aura ce qu'on veut. » Mais avant que Jacques puisse tendre la mallette, un bruit de pas résonne derrière eux. Sophie se retourne et aperçoit une silhouette familière. Marianne. Le choc la fige. Marianne, impeccablement vêtue, s'avance avec une assurance glaçante. « Tu n'as jamais su rester à ta place, Sophie, » dit-elle, un sourire froid aux lèvres. Jacques blêmit. « Marianne ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ricane, s'approchant des hommes masqués. « Tu pensais vraiment que je resterais ton ombre pour toujours, Jacques ? Ces documents ne sont qu'un début. Je prends le contrôle, maintenant. » Sophie comprend soudain, Marianne n'est pas seulement impliquée, elle est le cerveau de l'opération. Elle a manipulé les associés de Jacques, orchestré l'enlèvement de Camille, et maintenant, elle a Léo. La trahison est un coup de poignard, mais Sophie n'a pas le temps de s'y attarder. Elle doit agir. « Où est mon fils ?» crie-t-elle, sa voix résonnant dans le parking. Marianne hausse un sourcil, amusée. « Tu es tenace, je te l'accorde. Mais tu es hors de ton élément. » Elle fait un signe aux hommes, qui s'avancent vers Jacques. Dans un élan désespéré, Sophie se souvient de son expérience à l'hôtel, où elle a appris à connaître chaque recoin, chaque faille. Elle repère une porte de service à quelques mètres, à moitié cachée dans l'ombre. « Jacques, suivez-moi » murmure-t-elle, profitant d'un instant de distraction des ravisseurs. Elle l'entraîne vers la porte, mais un coup de feu retentit. Jacques s'effondre, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Sophie hurle, mais elle n'a pas le temps de s'arrêter. Elle pousse la porte et s'engouffre dans un couloir étroit, poursuivie par l'un des hommes. Le couloir mène à une chaufferie abandonnée, un labyrinthe de tuyaux rouillés.
Sophie, le souffle court, se cache derrière une chaudière, éteignant son téléphone pour ne pas être repérée. Elle entend les pas de l'homme se rapprocher, son arme cliquetant doucement. Mais Sophie a un avantage, elle a passé des années à naviguer dans des espaces exigus, à anticiper les mouvements des autres. Elle ramasse un morceau de tuyau métallique, lorsque l'homme passe à côté d'elle, elle le frappe à l'arrière des genoux. Il s'effondre avec un cri, lâchant son arme. Sophie la ramasse, tremblante, mais déterminée. « Où sont-ils » crie-t-elle. L'homme, grimaçant de douleur, pointe un escalier au fond de la pièce. Là-haut, mais tu ne sortiras pas vivante. Sophie grimpe l'escalier, l'arme lourde dans ses mains inexpérimentées. En haut, elle trouve une pièce faiblement éclairée, où Camille et Léo sont attachés, bâillonnés, mais vivants. Les larmes lui montent aux yeux en voyant son fils, pâle mais indemne. Elle coupe leur lien avec un couteau trouvé sur une table, et Léo se jette dans ses bras. « Je suis désolée, maman » murmure-t-il. Camille, tremblante, murmure un « merci » à peine audible. Mais leur répit est de courte durée. Marianne apparaît à l'entrée de la pièce, flanquée du second homme masqué. « Tu es vraiment agaçante, Sophie » dit-elle, son arme pointée sur eux. Sophie, sans réfléchir, lève son propre pistolet. « Laissez-les partir, ou je tire. » Sa voix tremble, mais sa détermination est inébranlable. Marianne éclate de rire. « Tu crois pouvoir me battre? Une femme de ménage ?» Mais Sophie a un atout, l'enregistreur dans sa poche, qui a capté chaque mot de Marianne. Elle bluffe, espérant gagner du temps. La police est en route. J'ai tout enregistré. Vos aveux, vos plans. Vous êtes finis. Marianne hésite, son sourire vacillant. À cet instant, des sirènes résonnent au loin, et Sophie remercie intérieurement le gardien du parking, à qui elle avait envoyé un message avant d'entrer, au cas où. Marianne, paniquée, ordonne à son complice de fuir, mais il est trop tard. La police envahit le parking, et Marianne est arrêtée, les menottes claquant autour de ses poignets. Jacques, grièvement blessé mais vivant, est transporté à l'hôpital. Camille, encore sous le choc, refuse de quitter Sophie, la remerciant à maintes reprises. Léo, lui, s'accroche à sa mère, jurant de ne plus jamais lui désobéir. Dans les jours qui suivent, l'enquête révèle l'ampleur des activités illégales de Marianne et des associés de Jacques. Les documents, saisis par la police, exposent un réseau de corruption qui secoue le monde des affaires parisiens. Jacques, en convalescence, promet de démanteler son empire et de se racheter. Il offre à Sophie une compensation financière conséquente pour son courage, mais l'hôtel, sous la pression des médias, la licencie pour avoir enfreint les règles. Sophie, épuisée mais fière, accepte la perte de son emploi comme un prix à payer. Avec l'argent de Jacques, elle emménage avec Léo dans un petit village en Normandie, loin du chaos de Paris. Leur nouvelle maison, modeste mais chaleureuse, est un refuge où ils peuvent enfin respirer. Léo, apaisé, recommence à sourire, et leur relation se reconstruit lentement. Sophie, elle, porte le poids des événements, mais elle a appris à faire confiance à son instinct. Elle sait qu'elle a sauvé 2 vies, même si cela a failli lui coûter tout ce qu'elle avait. Pourtant, alors qu'elle commence à s'habituer à cette nouvelle vie, un détail troublant refait surface. Un matin, en triant son courrier, Sophie trouve une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo d'elle et Léo, prise à leur insu dans leur nouveau jardin. Une note accompagne l'image, « Tu ne seras jamais hors des dangers ». Sophie sent un frisson la parcourir. Elle brûle la photo, mais la question persiste, a-t-elle vraiment échappé aux ombres de son passé? Les secrets de Jacques sont-ils tous révélés, ou un autre danger guette dans l'ombre? Elle range la note dans un tiroir, déterminée à protéger Léo, quoi qu'il arrive. Mais une part d'elle sait que la vérité, comme toujours, est plus complexe qu'il n'y paraît. Si cette histoire vous a captivé, si les rebondissements et les dilemmes de Sophie vous ont tenu en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à notre canal pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche, et plongez avec nous dans d'autres récits pleins de suspense et d'émotion. Merci de nous suivre, et à bientôt pour de nouvelles histoires.